Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Grégoire Charles, Head of Product de eFounders. Comment tu vas ? C'est Jordan, écoute, tout va très bien. Eh ben nickel. Aujourd'hui, on parle produit. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut faire comme eFounders, à savoir créer des produits qui valent 1 milliard. Donc, c'est plutôt ambitieux. Je t'explique un petit peu comment j'envisage l'épisode. En gros, aujourd'hui, moi, admettons, je suis entrepreneur, je veux monter un SaaS, ou globalement un produit, parce que bon, eFounders, c'est connu pour le côté SaaS, B2B, etc. Mais je sais que à titre perso, tu as aussi des intérêts pour du produit B2C. Donc, Ouais, globalement, tu sauras nous parler d'un produit B2B ou B2C. Je suis entrepreneur, je veux monter un produit. Comment je m'y prends ? Et puis, comment je m'assure que ça fonctionne, c'est quoi les étapes par lesquelles je passe, etc. Voilà. Je pense qu'on peut commencer par le commencement, à savoir comment est-ce que vous faites chez eFounders pour trouver vos idées, parce que c'est un peu de là que part tout le succès de votre travail jusqu'à maintenant. Oui, c'est une bonne intro, effectivement. Du coup, la core team d'eFounders, en fait, elle est spécialisée en 2 pôles qui sont extrêmement complémentaires et qui fait, je pense, le succès de la plupart des startups qu'on lance. C'est qu'on a d'une part des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs vraiment chevronnés, successful dans leur domaine respectif. Pour ne citer que Thibaut Elzière, Camille Tian, qui sont des entrepreneurs qui ont monté des boîtes très successful, qui les ont vendues, donc qui ont vraiment cette fibre entrepreneuriale en eux. Et de l'autre côté, on a une core team d'experts seniors, dans laquelle je fais partie, qui, grosso modo, ont des profils qui sont extrêmement spécialisés et pointus dans leur domaine. Donc moi, je représente le produit, on a l'équivalent en design, en marketing growth, en HR, en finance, en légal, etc., etc. Et la combinaison des deux, en gros, permet d'avoir non seulement des personnes qui initient les idées, qui les maturent, et qui ont vraiment cette fibre entrepreneuriale pour impulser le lancement de projet. Et de l'autre côté, vous avez une team d'experts qui va être capable du coup de développer le projet dans leur domaine respectif, de manière à avancer de front pour pouvoir sortir les meilleurs produits possibles. Ok, est-ce que, du coup, ce que ça veut dire, c'est que les idées, elles viennent principalement des entrepreneurs ? Ou est-ce que vous, en tant que core team, ça peut vous arriver, de par les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, etc., d'arriver aussi avec des idées ? Alors, la très large majorité des idées viennent des entrepreneurs. Thibaut, pendant des années, a été quasiment l'unique pourvoyeur d'idées business au sein d'eFounders. Ces dernières années, on va dire que le scope s'est un petit peu élargi, où effectivement on a d'autres entrepreneurs déjà qui ont rejoint l'aventure. On permet aussi à n'importe qui de la core team de venir initier des idées. On a un backlog d'idées qu'on essaye de plus ou moins qualifier, sur lesquelles on a des étapes qui nous permettent de valider ou d'invalider en tout cas la volonté et l'envie de creuser davantage et de mettre des ressources supplémentaires dessus. Et il y a aussi quelque chose que je n'ai pas parlé, qui est quelque chose qu'on a tenté à plusieurs reprises ces dernières années, c'est de faire ce qu'on appelle le format Lightstack, qui permet aussi d'accueillir des entrepreneurs, des teams d'entrepreneurs qui existaient déjà au préalable, qui avaient une version plus ou moins aboutie de leur produit, ou qui avaient visiblement des problèmes pour construire et pour se développer en tant que boîte, sur une thématique qui nous intéresse. Et auquel cas, on a essayé aussi de travailler avec ces gens-là, du coup plutôt sur des revamps de produits que sur des constructions et des conceptions from scratch. Mais c'est aussi un modèle qu'on a essayé de lancer, qui est un petit peu différent et qui demande plus d'adaptation probablement de l'autre côté, parce que c'est effectivement la particularité d'eFounders, c'est d'initier ses propres idées, de constituer les teams et de développer à partir de ça tout ce qui va autour du produit, et du reste d'ailleurs. Et donc du coup, c'est effectivement un tout petit peu différent de travailler avec des équipes qui existent déjà depuis probablement un peu de temps, qui ont déjà des process en place, une structure, etc. etc. Donc l'exercice est un petit peu différent, mais on a un petit peu tout tenté. Mais voilà, grosso modo, c'est essentiellement des entrepreneurs qui pushent les idées, qui ont des convictions qui sont assez fortes, et dans lesquelles nous, on va intervenir du coup à différents moment finalement du stade de développement. Moi, j'interviens très tôt dans la chaîne de valeur puisque le produit s'est très vite impliqué. À l'inverse, si on prend des exemples comme les HR ou la grosse, c'est pas forcément des choses qui arrivent tout de suite. On va attendre d'avoir vraiment maturé l'idée, de l'avoir validée et d'avoir ce qu'on appelle le kick-off pour vraiment initier finalement la phase de conception. Il y a une vraie phase de discovery, de user research avant qui a lieu pour tout simplement invalider ou valider finalement les hypothèses qu'on a pu faire. Ok. Avant de passer du coup à cette partie-là qui m'intéresse aussi beaucoup, moi en fait il y a un truc qui m'intéresse, c'est quand on est entrepreneur. Généralement au début quand on souhaite se lancer, il y a un truc un peu particulier qui est
on veut absolument, notamment quand on veut créer une startup, etc., on veut absolument trouver l'idée innovante, le truc qui a jamais été fait, etc. Il y a un truc qui est intéressant avec eFounders, c'est que c'est souvent des produits qui, en fait, viennent s'incruster dans un marché qui existe déjà. Je veux dire, typiquement le CRM, là, avec Folk, le CRM, ça existe. Bien sûr. La téléphonie d'entreprise, Aircall, ça existait déjà, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que, du coup, tu identifies que sur ce marché existant, il y a un truc à faire. Comment tu te dis ça et pourquoi... Alors là, c'est peut-être plus un avis personnel peut-être que tu peux donner, mais moi, c'est vrai que je suis souvent un peu dérangé par les entrepreneurs qui arrivent avec des idées complètement innovantes, etc. Parce que je trouve qu'il y a souvent une partie d'ego, alors que parfois, tu arrives sur un marché existant et juste tu fais mieux que les autres et c'est OK. Pourquoi, pour toi, c'est quelque chose d'intéressant, justement, qui est déjà un marché existant pour travailler ? Disons que ça permet de te dérisquer quelque part. C'est-à-dire que, et je pense que tu as bien spoté l'interstice dans lequel se positionne eFounders. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à sortir des choses complètement alambiquées, sorties d'un imaginaire ou d'un trip qui sortirait de je ne sais quelle soirée. On essaye quand même de se positionner sur des marchés dans lesquels il y a un potentiel, il y a une audience, il y a un besoin. Ce qu'on essaie de travailler en priorité, c'est le pain point. On essaie vraiment d'identifier un problème qui est le plus gros possible. Quentin Nickmans, qui est un des partenaires d'eFounders, a une remarque qui est assez drôle. On cherche des problèmes qui grattent et pas qui chatouillent. C'est une expression qu'il utilise assez souvent et qui image bien la problématique. On veut vraiment trouver du coup ces problèmes-là et on va essayer d'apporter une solution qui, clairement, va toujours essayer d'avoir un twist. On n'est pas requête Internet, on n'a pas vocation à faire des copycats de plus gros et de reproduire à l'identique ce qu'ils peuvent faire par ailleurs. On essaye toujours de trouver un angle d'attaque qui nous permet de dire, OK, on va être différenciant. Alors, ça peut être la distribution, ça peut être le produit, ça peut être la com, ça peut être énormément de choses qui est différenciant. Mais on essaye toujours de trouver un axe qui fait que, voilà, on va pas avoir l'impression que le produit qu'a sorti eFounders, c'est un copycat. J'ai pas mal d'exemples à donner si tu veux que j'illustre un peu le propos. Typiquement, je te prends l'exemple d'un collective, .work, qui est une des plateformes qu'on a créé récemment. Donc clairement, tu prends le projet de prime abord, qu'est-ce qu'on va faire ? On va connecter des freelances à des entreprises et on va les permettre de les matcher pour qu'ils bossent ensemble. Grosso modo, c'est le descriptif de ce que peut faire un Malte ou ce que peut faire du Upwork et tout un tas d'autres plateformes de freelance. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est OK, c'est intéressant ce milieu. On estime que le monde du freelance est effectivement un potentiel incroyable. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus qui va permettre de donner une autre dimension au projet ? Et là, on s'est dit, si on permettait à une somme d'individus freelance de se regrouper dans ce qu'on appelle un collectif et de venir ensemble, de manière collective, du coup, s'unir pour proposer des prestations de services à des clients et du coup d'avoir un acteur entre les deux qui joue un peu le rôle de tampon et qui permet de fluidifier l'ensemble. Tu vois tout de suite que tu restes dans la même thématique, mais l'angle d'attaque et d'approche est clairement innovant parce que ce layer qui permet finalement à une somme d'individus d'avoir une simili-organisation sans avoir les contraintes de la création, de la maintenance, etc. de cette organisation, ça permet finalement d'avoir un axe qui est très différenciant et qui fait qu'aujourd'hui ça marche plutôt très bien. Ce qui est intéressant dans le cas de collective, tu vois, c'est... Bon, moi, je peux en parler, parce que du coup, avec le collectif Bulldozer, en fait, ce qui est particulier, c'est que, et c'est une anecdote que je donne des fois, c'est sans collectif, je pense qu'il n'y aurait pas Bulldozer, parce que c'est collectif qui nous a un peu donné l'idée. Tu vois, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que parfois ton idée de boîte, elle vient initier des idées sur ton marché en fait. Et nous, tu vois, on était en train de travailler ensemble et on essayait de voir comment on pouvait dealer à plusieurs, etc. Et puis là, en fait, pourquoi on ne crée pas un collectif ? Et c'est un peu comme si collectif avait mis des mots sur ce qu'on souhaitait faire, etc., etc. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant. Exactement. Et moi, je me rappellerai toujours bon, je venais d'arriver. Le collectif, je pense que ça doit être le 3e ou 4e projet sur lequel j'ai commencé à travailler. Et effectivement, quand Thibaut m'a pitché au départ l'idée, j'étais le premier surpris parce que finalement, je ne savais pas que j'allais travailler dessus initialement. Donc, on a commencé à discuter un peu du projet, etc. Et j'ai vu en fait l'ambition du projet et ce qu'il y avait derrière. Et en fait, c'est devenu assez rapidement une évidence. Mais effectivement, tu te dis, bon, finalement, l'idée, c'est pas de la rocket science. Ce qu'on propose, c'est un service comme un autre. Mais pour le coup, on a vite identifié qu'il répondait à un vrai besoin.
On a très vite validé le marché, très vite validé l'appétence de freelance à se regrouper en tant que collectif, très vite validé l'appétence de compagnies pour travailler avec des collectifs. Et du coup, comme ça, l'histoire s'est lancée. Et typiquement, je te parlais de beaucoup de phases de user research, etc. avant. Ça a été très rapide là-dessus, parce qu'en fait, toutes les interlocuteurs qu'on pouvait avoir, toutes les discussions qu'on pouvait avoir autour de ça, elles étaient unanimes. Parlons de la user research. Comment tu t'y prends ? Ok, tu as ton idée et maintenant il faut valider le potentiel. Alors, c'est un très bon sujet, la user research. J'en ai parlé récemment avec d'autres personnes. C'est un sujet qui est très clivant chez nous, la user research, parce que justement, tout le monde n'a pas la même façon de le faire. Enfin, tout le monde. Donc, je te parlais de vraiment cette dominante entrepreneur chez nous. Donc, Ouais. on a toujours un référent. Et si tu prends un petit peu les différentes personnes qui impulsent les projets chez nous, tu vois qu'elles ont des comportements qui sont très, 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 très différents par rapport justement à cette user research. Je te prends un Thibaut Elzière. C'est quelqu'un qui a des convictions très fortes, qui a une confiance assez forte dans ses idées et qui va avoir tendance à plutôt considérer, alors que c'est pas une perte de temps, c'est pas du tout ce qu'on va dire, mais qu'on aura plutôt intérêt à essayer de minimiser le temps de conception, de user research, de discovery, pour essayer plutôt de se dire on va scope down au plus, réduire la voilure au plus possible pour avoir un dimensionnement de projet qui va nous permettre d'aller très très vite en production, de manière à immédiatement recevoir du feedback pour itérer dessus. Son propos, c'est de dire, c'est pas parce que je te montre l'image d'un marteau que tu vas savoir utiliser le marteau. Et bon, ça peut prêter à sourire comme analogie, mais je peux comprendre par moments ce qu'on dit. Parce que complètement. Tu peux... Enfin, beaucoup de gens mettent sur un piédestal la user research, la discovery, etc., de parler à ses utilisateurs, d'avoir aussi peu de conviction possible, etc., etc. À un moment donné, on fait du produit. Donc, on est quand même obligé de définir des solutions et de faire des hypothèses et d'avancer. Et disons, Thibaut, historiquement, a plutôt la vision de se dire, je sais ce que je veux faire, j'ai l'expérience, j'ai les compétences, j'ai la vision, allons-y rapidement, essayons de ne pas trop charger le bébé, sortons en prod, et à partir de là, on va itérer parce qu'on va avoir des vrais utilisateurs. C'est toujours plus facile de recevoir du feedback sur des vrais users de ton produit qui vont a priori le démonter que des gens que tu vas voir dans des calls de user research qui vont être suffisamment sympas pour te recevoir, qui vont réagir avec ton proto. Ton proto, il a intérêt à être vachement bien fait si tu veux avoir du feedback qui est consistant. Est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à te dire qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient ? Parce qu'ils savent très bien que s'ils te disent non, ils vont avoir des questions en plus de type « mais pourquoi ? Explique-moi », etc., etc. Donc, il faut aussi avoir conscience qu'il y a des gros biais aussi bien côté de la personne qui fait les actions de user research que de la personne qui est disponible pour t'aider dans ce cadre-là. Donc ça, c'est, on va dire, une vision très Thibaut. Un peu perturbante au début, mais très honnêtement, je peux la comprendre. Et je me retrouve pas mal dans ce qu'il peut dire parfois. Okay. Mais il faut savoir que ce fonctionnement-là n'est pas nécessairement le fonctionnement des autres partenaires et des autres personnes qui initient les projets. On a d'autres typologies d'entrepreneurs au sein du studio qui, eux, ont peut-être une fibre intrinsèque qui est peut-être un peu moins centrée sur le produit, parce qu'évidemment, on peut tous avoir des affinités et des sensibilités, effectivement. Et ben, du coup, on va avoir des entrepreneurs qui, eux, vont être plus dans le « Ok, moi, j'ai vraiment envie d'aller me confronter au business, j'ai vraiment envie de co-créer et de construire ma solution avec, du coup, on parle beaucoup de design partners en ce moment quand il s'agit de co-construire des solutions avec eux. Alors, on fait toujours très attention à avoir plusieurs design partners. On n'est pas une SS2I. Donc, le but, c'est pas de créer une solution qui va répondre aux besoins de client A ou client B. C'est d'avoir une solution qui répond à ce que nous, on veut essayer de créer. Mais on va quand même essayer de s'appuyer. Design partner. Design partner, en gros, ça va être des entreprises. Donc, on reste quand même spécialisé entreprise. Donc, on va souvent travailler avec... donc, on fait du SaaS. Donc, on va travailler avec des boîtes. Et on va, en gros, essayer de les solliciter le plus en amont possible, y compris dans les phases de conception. Donc, on est encore sur du wireframing très peu abouti, pour nous aider à définir les contours de la solution, le scope fonctionnel. Bon, ils vont avoir tendance à en mettre beaucoup, mais charge à nous, du coup, de réduire au maximum, de manière, du coup, à ce qu'on ait des gens du business, du métier, plutôt, qui soient capables de nous faire du feedback le plus rapidement possible et dans des phases les plus early possibles, et probablement à des fréquences beaucoup plus élevées que ce que tu ferais classiquement, pour, du coup, en gros, co-construire la solution avec eux et qu'on ait quasiment nos premiers users dès qu'on se lance. Pas te mentir, le fait qu'on s'appelle eFounders aide beaucoup aussi à trouver des design partners dans ce type de setup. Donc, oui, j'imagine. Ça pour illustrer, en fait, du coup, la non... on n'a pas de standard, en fait. Chaque boîte qu'on va créer va avoir une approche qui est très différente, qui va grandement dépendre de qui est l'entrepreneur qui l'impulse, et du coup de la typologie de projet, des founders aussi qu'on va trouver, qui vont être aussi très très différents des uns et des autres. Donc on est vraiment dans de l'artisanat de start-up, plus que dans de l'industrialisation,
avec des process bien définis et un Oui. playbook qu'il suffit de dupliquer de boîte Ouais. en boîte, quoi. Oui, il y a de la personnalité de l'entrepreneur, on la ressent dès cette étape-là. Mais bien sûr, on ressent vraiment toutes les variables. Je te prends un exemple. Enfin, tu vois, moi, donc, du coup, j'ai bossé sur 15 projets depuis que j'ai commencé chez Founders. Il n'y a pas un projet qui avait le fonctionnement qui était similaire. Déjà, on a des équipes qui sont des équipes de co-founders à 2, des fois à 3. On va avoir de temps en temps le CTO qui va être ton référent produit parce qu'il y a une vraie appétence produit. À l'inverse, on va avoir des CEO qui sont très portés sur le produit avec des CTO qui sont plus très orientés tech et qui, du coup, sont un peu plus en retrait par rapport à ces problématiques-là. Enfin, on a vraiment des setups qui font que selon les personnes impliquées sur les sujets, l'entrepreneur qu'il y a derrière, les founders qu'on va trouver, on va avoir un écosystème qui va être très différent et qui, du coup, va nécessiter de notre part une très forte adaptabilité pour être capable, du coup, de bien s'insérer, du coup, dans ce nouveau modèle qui, du coup, est vraiment unique. Donc, on a aussi le besoin de standardiser des choses. Je pense, par exemple, aux équipes produits que je représente. Tu vois, quand on doit switcher d'un outil ticketing à un autre, typiquement, on aimerait bien avoir les mêmes outils ou à peu près les Bien mêmes sûr. process, les mêmes méthodos, etc., etc. Maintenant, il faut aussi se mettre on est là pour créer des boîtes. Donc, on est là pour aider les entrepreneurs à monter leur société. Nous, on est à leur service. Donc, on n'a pas vocation à imposer des choses. On a plutôt vocation à essayer de s'adapter et évidemment à recommander un fonctionnement, tout en essayant d'être le plus malléable possible, de manière à ce que ça corresponde à tout le monde. Ok, j'ai plusieurs questions qui me viennent. La première, c'est même si cette étape de user research... Alors déjà, pour résumer un petit peu les deux méthodes, j'ai l'impression que, on va l'appeler la méthode Thibaut, ce serait peut-être un peu moins de co-construction, de questions, etc. Et être un petit peu plus dans l'action et en fait récupérer du feedback, mais directement via de la data. C'est-à-dire, c'est le fake it until you make it, quoi. Exactement. Je vais mettre mon produit sur mon marché, je vais récolter le feedback comme ça. Est-ce que les gens ils l'utilisent? Pourquoi ils l'utilisent pas? C'est quoi la data, etc. Bon, ça c'est la première méthode, tu confirmes? Ouais. Et la deuxième méthode, c'est effectivement plus cette méthode de co-construction où là, je vais aller identifier mes clients potentiels, je vais faire des entretiens avec eux, etc. En fait, je vais passer beaucoup de temps en amont à me dérisquer et à essayer d'identifier la solution que je vais vouloir construire en essayant de se donner le plus de garanties possible Ouais. que ce qu'on va sortir en prod va toucher dans le mille dès le premier coup. En général, c'est pas le cas. Maintenant, c'est vrai que si tu passes énormément de temps sur cette phase en amont, a priori, tu t'es quand même bien dérisqué en aval et tu as a priori plus de capacité à viser juste dès le premier coup. L'autre approche, c'est l'approche qui consiste à se dire, OK, j'essaye de mettre mes doutes de côté, ils existent probablement, je fais des hypothèses, mais j'y vais le plus vite possible. Donc, je minimise tout ce temps de conception en amont pour aller le plus vite possible en prod et du coup être capable de récolter du feedback très rapidement. Je dirais que c'est pas blanc ou noir, si tu veux. Il y a un monde où le curseur peut être mis entre les deux. C'est juste pour essayer d'évaluer un petit peu le scope des différentes approches. Bien sûr. Et je pense que les deux fonctionnent. Effectivement, ça dépend beaucoup des personnalités et de la confiance des gens aussi à pusher ces solutions, parce qu'il faut avoir des convictions fortes et les reins assez solides aussi pour dire non, ça va fonctionner comme ça et pas autrement. J'en suis persuadé et faites-moi confiance. Enfin, on t'apprend pas ça à l'école, par exemple. Tu vois, c'est clair. C'est pas comme ça, ou même dans toute la littérature qu'on peut avoir ou dans tout ce qui se dit aujourd'hui autour du product management, c'est pas du tout comme ça qu'on fait du produit en théorie. Maintenant, il faut quand même reconnaître que ça marche. L'histoire d'eFounders a plutôt donné raison à l'approche Thibaut que l'inverse. Après, encore une fois, c'est pas parce que ça a marché dans le passé que ça marchera dans le futur. Et la preuve, on est même nous-mêmes capables de changer un petit peu de stratégie par moment. Faut savoir que les produits deviennent de plus en plus techniques aussi. On est de plus en plus spécialistes, de plus en plus dans des verticales, dans des niches, etc. Donc, on a besoin aussi de domaines d'expertise métiers qui sont très forts et qui fait que peut-être par moment, on va avoir besoin quand même de prendre un peu de recul et de s'alimenter et de se sourcer du coup par de l'input externe. Ok. Comment tu t'assures? On a parlé des biais. Ouais. Comment tu t'assures qu'il n'y a pas de biais? Tu peux pas t'en assurer. Enfin, moi le premier, j'ai des biais. Je me rends compte parfois quand tu fais une interview utilisateur et que tu te rends compte, que la question que tu poses, elle est clairement mal posée, elle est orientée, elle impose quasiment une réponse dans la façon dont elle est exprimée. On fait tous ça, comment dire. C'est de l'inconscient, c'est juste naturel et je te dis, j'ai beau avoir pas mal de bouteilles, je continue à faire des erreurs dans mes interviews utilisateurs, dans ma façon de montrer les choses aussi. Tu as deux types pour moi de research qui sont faits côté utilisateur. Tu as celles qui visent à s'intéresser aux problèmes des gens et a priori c'est plus l'interlocuteur qui va devoir parler. Moi je suis censé me taire et l'écouter.
Je valorise beaucoup plus ce type de user research parce que je trouve que c'est là où tu en apprends le plus. Et les gens ont... Je trouve que l'humain a une très grande difficulté à exprimer un besoin fonctionnel, 100%. une solution. Par contre, a énormément de facilité à viser juste sur le problème qu'il exprime. Et donc, du coup, j'aime beaucoup faire parler les gens de leurs problèmes. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile derrière de mettre des petites cases dans des boîtes que toi, tu as imaginées en termes de solutions. Donc, de partir des problèmes pour en dériver des solutions. Ça, c'est une partie. Et tu as l'autre partie qui consiste à recevoir l'approbation, du coup, d'un certain nombre de personnes par rapport à quelque chose que tu as construit. Et là, à titre personnel, j'ai plus de difficultés. Ah bah oui, Beaucoup plus de difficultés parce que déjà, tu as un biais de confirmation. 100%. Tu as bossé des semaines sur ta solution, tu as réfléchi dans tous les sens, tu as itéré sur 25 hypothèses, tu as choisi celle-là, tu vas la présenter. Tu qu'une envie, c'est que le mec il te dise oh, c'est trop bien, j'adore, etc. Mais il faut résister à l'envie de lui faire dire ça parce que finalement, ça, c'est pas te rendre service que de dire c'est trop bien alors qu'il pense l'inverse. Mais on a quand même un peu cet écueil parfois en tant que product d'être amoureux de ces solutions. Ouais. Et tu vois, tu disais qu'est-ce que tu fais pour éviter les biais. Moi, j'aime bien dire que j'ai des convictions qui sont très fortes, mais je suis capable de changer d'avis très rapidement. Bon, ça peut être un peu contradictoire hein, ou antinomique selon comment tu le conçois, mais je pense que c'est important pour les products pour un bon product de ne pas avoir d'ego par rapport à ce qu'il produit, parce qu'il faut quand même savoir qu'une grande majorité de ce sur quoi on bosse en permanence va finir à la poubelle parce que ça sera pas implémenté de telle façon, ou alors ça sera implémenté de telle façon mais ça va très vite être rollback ou updaté sur la base d'autre chose parce que ça fonctionne pas. Ça me fait penser à une phrase qui est dans l'entrepreneuriat, l'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Exactement, ouais. Et tu vois, en fait ce que tu viens de dire là, moi j'ai des convictions mais je suis capable de changer d'avis, il y a un peu de ça. Mais bien sûr. C'est pas Grégoire qui doit avoir raison. Moi, je m'en fous que Grégoire il ait raison, que Thibaut il ait raison, que XY il ait raison. Ce que je veux, c'est que le produit il ait raison, que le produit il fonctionne. Et il n'y a pas de... Bon, évidemment, dans certaines entreprises, dans certains contextes, c'est facile de dire ce que je dis là par rapport à une situation qui est très macro, où au final, je ne suis pas dans le contexte des choses. Évidemment qu'il y a des jeux de pouvoir, il y a des rapports de force qui commencent à se mettre entre les gens, etc. Donc, bien sûr. Il y a toujours cette dimension. Alors, l'avantage qu'on a en early stage, c'est qu'il y a probablement un peu moins de politique que dans des structures 100%. plus grosses. Donc, on est peut-être moins confronté à ce genre de problématiques. Et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus agile. Mais toujours est-il qu'on a aussi ces mêmes écueils qui peuvent arriver. Et moi, je me bats au quotidien pour essayer, et je me l'applique à moi-même aussi, de me dire, ne sois pas amoureux des choses que tu produis. Peut-être que toi, tu vas les aimer, mais si en face, l'audience n'est pas du tout captive et n'a absolument aucun écho positif par rapport à ça, il faut aussi être capable de se dire, OK, peut-être que je me suis trompé sur toute ou partie des choses que j'ai produites. Tu connais le même test ? Je connais le même test, oui. Je connais le même test. Parce que, en fait, là, quand on était en train de parler des questions, tu vois, et le fait de ne pas avoir de biais dans ces questions, etc., ça m'a fait penser à ce bouquin. Ouais. Bouquin que j'ai lu cet été, et vraiment, je l'ai lu et je me suis dit, putain, c'est quand même vraiment bien vu, tu sais, vraiment la manière de tourner les questions, etc., de sorte à éviter au maximum les biais. Ouais. T'as pensé quoi de ce bouquin ? Moi, j'ai toujours un petit peu de mal. Enfin, je trouve que la théorie marche toujours super bien. Ah non, mais ça... Magnifique. Tu lis le bouquin, le truc se passe super, etc. Tu te dis, bon, c'est magnifique. Et tu essaies de l'appliquer dans un contexte réel. Et c'est d'ailleurs pareil pour toutes les méthodos, que ce soit les shape-up, les machins, les trucs de Spotify qu'ils n'ont même jamais implémentés chez eux, pour info. Ouais. Enfin bref, toutes ces frameworks où on théorise beaucoup et on intellectualise beaucoup le métier. Je t'avoue que j'ai toujours un peu de mal à faire le pont entre la théorie et la pratique. Ouais. Je suis quelqu'un qui est très pratique dans l'approche et je trouve qu'on a parfois tendance à un peu trop intellectualiser le métier qu'on fait, que ce soit le produit ou d'autres choses, alors qu'en fait, c'est du bon sens, quoi. Tu sais, il y a un truc un peu bête, mais quand moi je fais de la user research, tu vois, transformer, ça c'est un petit hack que je donne souvent même, tu vois, à des étudiants ou des trucs comme ça, c'est transformer les questions oui-non par des échelles, tu vois, de 0 à 10. Tu vois, c'est OK, est-ce que tu transformes la question, est-ce que ça, tu penses que c'est utile par, sur une échelle de 0 à 10, à combien c'est utile ? Et si la personne, elle te dit 7, bon, bah, tu sais que c'est une idée de merde. C'est la prochaine PS, ça. Ça, c'est la prochaine PS. Non, c'est pas con. Et tu te dis, ouais, bah, en fait, la personne, elle me dit 6 ou elle me dit 7 parce qu'en fait, elle a pas envie de me blesser, mais elle trouve que c'est pas une idée de dingue. Et, tu vois, et tu sais, ça peut quand même passer par des espèces de petits trucs comme ça. Ouais. Vous avez ce genre de petits... On l'a pas formalisé nécessairement. Okay. Faut aussi mettre quelque chose en exergue, c'est que tout ce qui consiste à demander, justement, je te parlais de typologie de research, tout ce qui consiste à demander l'avis d'utilisateur, on met nos founders en première ligne sur ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait,
quand il s'agit de demander l'avis des gens, on est quasiment dans du pre-sales. Et donc, Ouais. du coup, on veut déjà les faire commencer à engager Ouais. les discussions, les process smart. commerciaux. Donc, on recorde les choses, ce qui nous permet, nous, de les voir, pour éviter absolument aussi l'adaptation du message. Parce que c'est facile d'avoir un founder qui sort d'un call client en disant le client m'a dit ça, Oui. ça c'est absolument important, etc., etc. Donc, évidemment, on le fait en bonne intelligence et on fait confiance. Le Mais but, vous enregistrez? on essaye, quand les interlocuteurs sont d'accord déjà, Oui, bien sûr. évidemment, mais ça nous permet aussi, du coup, l'avantage d'enregistrer aussi les choses, alors quand je dis enregistrer, ça peut être faire un record vidéo, ça peut être aussi Bien avoir sûr. du speech to text qui te permet d'avoir une note synthétique après de ce qui s'est dit. Le but, c'est pas de stalker les gens ou d'aller faire des choses contre leur gré par rapport à ce qu'ils ont dit ou leur ressortir des phrases qu'ils auraient pu dire en entretien. C'est plus pour permettre à la personne qui fait le call d'être vraiment focus sur le call sans forcément avoir besoin de prendre des notes, d'être perturbé par des activités annexes qui pourraient influer du coup sur la perception du speech en face. Donc ouais, on essaye de record les choses au maximum pour derrière nous aussi nous alimenter. C'est important aussi d'avoir des verbatim extraits de la bouche du client et sans forcément avoir l'interprétation que l'interlocuteur a pu avoir dans le cadre de la discussion. On parlait de biais, c'est un biais aussi finalement d'avoir ce genre de choses. Ouais, totalement. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être dans des calls avec des founders, on les a pas enchaînés. Mais si, je te jure qu'il avait dit ça, mais non, il l'avait dit comme ça. Et c'est bête, mais des fois, une tournure de phrase peut te faire dire un truc qui est très très différent dans ce que ça peut avoir comme conséquence, quoi. Ça, tu vois, ça me fait penser au bouquin Never Split the Difference. Tu sais, le bouquin Sales. Chris Voss, je crois, il s'appelle. C'est un ancien négociateur du FBI où, du coup, il dit un truc. Ça me fait penser à ça. C'est dans les négociations, tu sais, avec les otages, etc. Il y a toujours plusieurs personnes qui écoutent les conversations et ils font très régulièrement le point sur ce qu'ils viennent d'entendre parce qu'une oreille n'entend pas la même chose que l'autre oreille. Sûr. Et du coup, il suffit qu'il y ait une personne qui soit passée à côté d'une information clé. En fait, c'est important qu'il y ait d'autres personnes qui écoutent et tout. Donc, et tu vois, c'est des pratiques qui sont très généralisées aujourd'hui bon, j'ai bossé dans d'autres boîtes avant iFounders et nos populations sales avaient quasiment toujours ce shadowing de call qui avait lieu, notamment dans les onboarding au début, où tu vas pas être tout de suite lâché et confronté au client, tu vas d'abord écouter un petit peu ce que font les autres, etc. C'est quelque chose qui, je pense, peut avoir du sens aussi dans le monde du product pour vraiment aligner les gens. Tout en responsabilisant bien nos founders pour être un peu la tête de gondole finalement et être la voix et la tête finalement de l'entreprise qu'ils sont en train de créer. Encore une fois, c'est leur boîte. Ça sera leur boîte plutôt. C'est un intérêt côté product et en plus côté market. Enfin, je vois bien maintenant, tu vois, il y a des tools comme Mojo en France ou Gong, ou tu vois, vraiment où les sales on enregistre les calls de sales justement pour pouvoir alimenter les équipes product, les équipes market avec va écouter en fait ce qu'ils disent. T'as même de l'analyse de tonalité, là, tu sais, de l'analyse de sentiment. Est-ce que la perception est plutôt vert, rouge? Bon, je suis pas un grand utilisateur de ces solutions, je les connais pas parfaitement. On en a lancé une pour le coup chez Founders à l'époque, ça s'appelait Bonjour. C'est évident qu'il y a un intérêt. C'est peut-être un peu surdimensionné pour une team product. Je suis pas en train de dire enregistrer tous vos calls de discovery. Maintenant, ça peut avoir de l'intérêt pour justement s'assurer que la perception qui a été celle de l'interlocuteur pendant ce call-là soit la bonne. Voilà. Surtout au début. Oui, surtout au début. Ça fait, encore une fois, on les multiplie les calls, donc ça nous permet aussi déjà de se dérisquer par rapport à l'occurrence de feedback qu'on va avoir. Mais malgré tout, c'est quand même important aussi derrière de s'assurer qu'on a bien compris le retour de la personne qu'on a eu en face. Ça serait trop risqué du coup de pas le valider, de s'assurer qu'on a bien compris ce qu'il en était, quoi. Ok. Si on avance un peu, tu as fait ta discovery, comment est-ce que tu identifies les features clés? Tu as mentionné tout à l'heure le fait que en fait, les gens, souvent, ils te donnent plein de besoins. Comment tu choisis? Là où on commence à rentrer dans la... Alors, faut savoir que du coup, le rôle d'eFounders, c'est d'accompagner les boîtes de 0 à 1. Ouais. Donc 0 à 1, grosso modo, c'est pas grand-chose dans l'histoire d'une société, parce qu'on on espère que une fois qu'ils deviennent indépendants, ils vont aller de 1 à 10, à 1000, à 100, enfin bref, le plus haut possible. Donc il faut avoir conscience que, et c'est d'ailleurs parfois un peu frustrant, je vais pas vous mentir, de se dire, ok, moi j'ai un temps qui est très restreint à passer avec eux, je vais pas aller au bout de la vision, j'irai pas au bout de la roadmap qu'ils veulent implémenter. Il faut résister à cette envie d'ouvrir plein de trucs en parallèle, etc. Nous, notre but, c'est de leur permettre de sortir un MVP. MVP, c'est quand le V de Pi, le V de MVP, il est important. On parle vraiment de le minimum viable product. C'est pas quelque chose qui doit faire le café, etc. Donc, on essaye vraiment de les scope down. On a quand même un niveau d'exigence en SaaS B2B qui fait qu'on peut pas sortir un
un truc tout pourri qui n'aurait pas qui ne dégagerait aucune valeur. Donc il faut quand même qu'on ait un minimum de produits qui ait du sens. Comment est-ce qu'on identifie les features ? Déjà, il y a un pont avec le marketing et le GTM qui peut avoir lieu, qu'on essaye de faire assez souvent. C'est d'essayer de créer tout simplement des landing pages sur le domaine qu'on a, peu importe le nom d'ailleurs, s'il a été trouvé ou pas, et c'est d'essayer du coup de faire un peu d'ads par exemple dessus pour voir à peu près quels sont les taux de conversion entre l'ads, le sign-up to email, etc. Il n'y a pas de produit derrière, on est que sur du marketing qui vise à jauger les choses pour déjà essayer d'identifier des familles de produits, enfin des grandes typologies de features qui auraient plus de sens dans les unes et les autres. Ensuite, ce qu'on essaye de regarder aussi, et ça je vous avoue que j'ai pas mal insisté pour qu'on aille aussi dans ce sens-là, c'est regarder le no-code aussi. On va passer vite sur le no-code parce que c'est pas le but du sujet aujourd'hui, mais il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en no-code aussi au début qui permettent de raccourcir encore plus le délai de production et d'aller en prod très vite, de collecter du feedback pour faire un meilleur produit derrière. On a parlé de Collective tout à l'heure, ils ont bénéficié de ça. Roundtable, qui est un produit qui est sorti récemment, on a fait ça comme ça aussi. C'est pas valable sur tous les projets, donc c'est pour ça qu'il faut pas le généraliser à tous. Tout ne marchera pas comme ça. Ensuite, quand il s'agit de définir son MVP, on va tout simplement essayer d'identifier. Alors là, je reprends un terme d'Intercom, mais bon, c'est pas forcément le bon. Il y a plein d'autres façons de travailler, mais on essaie de voir les jobs to be done. Quel est le but de cette application ? Quel est le pain point qu'on recherche à résoudre et qu'est-ce qu'on veut faire à nos utilisateurs ? Mais en essayant d'avoir une vue très high level, qu'est-ce que j'ai envie de permettre de faire à mes utilisateurs sur mon produit, sans savoir comment ils vont le faire pour autant tout de suite. On ne sait pas encore comment on va le faire, on sait juste ce qu'on veut faire. Les grands objectifs du produit. Reprenons l'exemple de collectif. Je veux pouvoir créer mon collectif et inviter des potes. En tant que membre d'un collectif, je veux pouvoir rejoindre un collectif. En tant que projet de boîte, je veux pouvoir soumettre un projet de boîte. Tu vois, on est sur des objectifs qui sont très simples et derrière, on essaye de se projeter sur un petit peu de solutions quand même. C'est un peu mon métier quand même de travailler là-dessus. On travaille beaucoup avec du wireframing. C'est une vraie spécificité et je crois que c'est un point qu'on abordera probablement un peu plus longuement derrière, mais on bosse beaucoup de manière visuelle. Il y a énormément de monde qui sont impliqués chez eFounders dans les projets qu'on lance, y compris des gens qui ne sont pas du produit. Et en fait, on s'est rendu compte que le support visuel, avec des écrans qui montrent exactement comment vont fonctionner les choses, avec des détails step by step, où on est vraiment dans du pas à pas, limite clic par clic, pour voir comment partir de la situation où je ne suis pas connecté à la situation où j'ai fait ce que je voulais faire. Et je fais beaucoup de wireframing toute la journée. Mon équipe fait aussi beaucoup de wireframing toute la journée. Et je ne parle pas de design, je parle vraiment du UX, mais ça permet vraiment de matérialiser les actions et les flows qu'on veut mettre en place. Et c'est notre support de communication quasiment numéro 1. C'est comme ça qu'on explique à nos founders, quand on cherche à les recruter, comment va fonctionner le produit. Ouais. C'est comme ça qu'on explique aux premiers salariés les arcanes de comment va être le produit, au RH pour qu'elle soit capable de pitcher le produit correctement à des founders potentiels, etc., etc. Donc c'est vraiment un support qui est central dans l'organisation et qui est... On considère qu'un projet, il peut être kick-off quand on a une paire de co-founders, quand on a une note très détaillée avec un template qui explique l'opportunité marché, la value prop, etc. Donc plutôt là pour tout du coup du contenu texte, et un set de wireframe qui couvre l'entièreté du scope du MVP qu'on a voulu construire. Et chose que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que moi j'aime pas raisonner que en pur MVP, parce qu'après je trouve que tu peux vite te retrouver coincé et à pas pouvoir faire les évolutions. Si t'as pensé le truc trop petit, t'y arriveras pas. Donc en fait on est constamment en train d'imaginer en fait, moi j'aime bien toujours voir un peu plus loin et m'imaginer que si j'enlève la moitié du produit, comment ça va fonctionner. Ok, ça marche, c'est bon, je peux aller dans ce sens-là. En fait, je vais un peu plus loin, j'ouvre des portes, je vais même un peu plus loin, mais je les aboutis pas forcément. Ouais. Je vais pas jusqu'au bout de la réflexion. Tu sais que la porte elle est là, mais t'es pas allé. Exactement. Et en fait, c'est juste pour encore une fois me dérisquer et me dire attends, est-ce que si tu construis la chose de telle façon, ça va te permettre derrière, parce que tu anticipes un petit peu les briques futures qui vont arriver, est-ce que ça te permettra de construire on top de manière cohérente et consistante, ou est-ce que ça va t'obliger à tout péter ? Et on est constamment en train de faire de l'aller-retour entre un peu sursizer le produit par rapport à ce qu'on peut en faire derrière en essayant d'en enlever un maximum, plutôt que de raisonner vraiment avec des œillères et de se dire non, il n'y a que ça que je veux faire, on va faire que ça et on verra bien comment ça se passe derrière. On essaye quand même toujours c'est dur à exprimer, mais on fait toujours une espèce d'aller-retour entre le... Oui, puis c'est vraiment essayer de trouver la balance. Ouais. L'équilibre entre avoir un truc trop restreint, le truc trop ouvert, où en fait on va partir sur je sais pas combien de mois de développement. C'est ça, et puis il faut aussi se dire que le produit tel qu'on les conçoit, au début les flows ils sont moyennement détaillés, et plus on va avancer, il faut imaginer un zoom en fait, qu'on zoome en fait, on peut imaginer qu'au début un projet ça soit juste une vignette dans un Figma, et plus tu vas zoomer,
Et plus tu vas avoir besoin de détails. Entre le moment où on essaie de convaincre un founder et le moment où il s'agit de transmettre des écrans à de la tech pour qu'elle les implémente, bah, tu te doutes bien que le niveau de détail, il est pas le même. Et au début, on peut se permettre d'overlook un peu certains sujets. En fin de chaîne, on doit être d'une précision et d'une rigueur qui est parfaite. Figma ? À fond Figma. Moi, je suis à fond Figma. Pour le coup, c'était pas le cas au début. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, le design était sur Sketch. Okay. Qui est un tool que j'ai utilisé pendant des années. Ouais. J'étais fan de Sketch aussi. Bon, l'avantage, c'est qu'ils ont un comportement qui est quand même assez proche totalement. À quelque chose près. À l'époque où ils étaient sur Sketch, moi, je me suis mis cette contrainte de ne pas aller dessus et d'utiliser des outils comme Whimsical, Mockups, Balsamiq, pour ceux qui connaissent les anciens Balsamiq. Pourquoi ? Parce que j'ai la prétention de penser que j'ai des petites compétences en design et je voulais pas. En fait, autant je pense que l'UX, et c'est une particularité Defender, je pense que l'UX, elle est en partie incarnée par les produits, mais aussi et surtout par les designers. On en reparlera après dans la façon dont on travaille ensemble. Mais par contre, l'UI, c'est pas moi. C'est pas du tout moi qui doit être responsable de l'UI. En revanche, j'avais besoin de produire de l'interface vite pour être capable de travailler l'UX. Donc on s'est mis dans ces outils-là en se disant, on va avoir des sets de composants qui vont être un peu customisables, mais grosso modo, on va pas faire des beaux écrans, quoi. Et c'était ça le but, de se dire, on va pas... Oui, comme ça tu laisses la responsabilité au designer de faire du design. Ouais, parce que honnêtement, le rôle du designer aussi, c'est de prendre vraiment part sur l'UX et l'UI du produit. Et j'ai vite compris que si je faisais trop de dépassements de fonction, que j'allais trop loin, en fait, t'allais contraindre. J'allais les contraindre et qu'ils allaient brider leur créativité, et c'est pas du tout le but. On parlera de l'UX. Aujourd'hui, moi, quand je définis une UX sur mes produits, j'adore quand le designer il vient me voir, il a complètement upside down le truc, il s'est approprié le sujet et il a challengé complètement l'output de tout ça. C'est pas du tout comme ça que je l'aurais pensé, mais si les flows fonctionnels qu'on essaye d'implémenter sont respectés, je suis le plus content du monde parce que là, enfin, il y a une patte, il y a une touche, quoi. Il y a quelque chose qui fait justement la particularité des produits Founders. Encore une fois, il ne faut pas être amoureux des idées, il faut être amoureux de la résolution du problème. Exactement. Après, je ne te cache pas que la première fois que Didier Forest, du coup, qui est historiquement le partner design, m'a fait mon premier retour comme ça. J'étais complètement perdu, je venais d'arriver dans la boîte, j'avais bossé comme un fou sur le truc, il arrive, il a complètement tout retourné. Bon, premier abord, tu fais OK, et puis après, tu dors dessus, tu te réveilles le lendemain, tu fais mais c'est génial en fait ce qu'il a fait. Et ce jour-là, j'ai compris que ça servait à rien que j'essaye de faire du design, que j'étais très bien à ma place de produit et que la collaboration avec des designers de ce niveau-là allait être encore plus pertinente si justement tu les laissais faire ce pour quoi ils sont bons sans essayer de te mettre à une place qui est pas la bonne. Donc oui, on définit de l'UX en amont, c'est plus pour les préserver de tout ce travail qui peut être un peu rébarbatif et un peu chiant, on va le dire, enfin pour eux en tout cas, des gens créatifs, très créatifs, être dans la rigueur des data models, de l'object model, des relations entre les objets, etc. Ça peut être des trucs un peu chiants à faire, moi j'aime bien ça. Donc on les soulage sur cette partie-là, mais après on leur laisse énormément d'autonomie derrière. J'ai parlé beaucoup pour dire qu'on avait opposé les tools. Un jour on a voulu tout migrer. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu travailler dans Figma, on s'est dit qu'on allait gagner énormément en temps et en énergie à migrer tout dans Figma. Donc aujourd'hui, le design et le produit sont dans Figma. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un design system qui nous permet, nous, de ne pas designer. En fait. Et donc on a une librairie de composants qui se comporte exactement comme Whimsical. Donc c'est une lib, vous l'installez dans un fichier, vous drag and drop des textes, des areas, des drop-down, des machins, etc., etc. Et ça, c'est ta contrainte. Tu te contrains à utiliser que ces composants. Je me contrains à utiliser que ces composants. Donc c'est un set de 26 composants, je crois. Ils ont tous des overrides, donc on a bien fait le truc. On peut changer, je sais pas moi, les sizes, les boutons, est-ce qu'il y a des icônes, pas d'icônes, des machins, etc. Et tu prends ce set de composants plus une feature qui s'appelle Auto Layout sur Figma. On dépile des UI, mais des écrans à une vitesse incroyable. Même plus que sur des Whimsical et des Balsamiq, qui eux n'avaient pas Auto Layout. Auto Layout, c'est un truc qui te permet en gros d'avoir une logique préconfigurée qui permet à tes composants et à tes objets plutôt de se comporter correctement sur la page en respectant un margin, une padding, etc. C'est vachement bien foutu. Okay. Et c'est vrai qu'on va à une vitesse assez incroyable aujourd'hui pour dépiler de l'écran via ça. Alors, j'ai une petite question rapide avant qu'on avance. Tout à l'heure, tu mentionnais le fait que du coup, vous commencez tout de suite à rentrer dans, tu sais, du test même de proposition de valeur. Tu disais landing page, etc. Un peu l'approche go-to-market. Est-ce que vous commencez tout de suite déjà à rentrer aussi dans des logiques d'identifier, par exemple, les canaux les plus importants, les canaux sur lesquels vous allez capitaliser par la suite ?
C'est moins mon expertise, je vais être très honnête, parce que la fonction GTM, elle est vraiment incarnée aujourd'hui par des gens dont c'est vraiment le métier et qui passent vraiment beaucoup de temps à tester plein de choses, y compris les choses les plus à l'ancienne. Enfin, on a vraiment une team de personnes qui est très touche à tout et qui vraiment tester plein de canaux, y compris, je sais pas, du cold email, alors que tu considères que aujourd'hui c'est quelque chose qui marche plus. Ouais. Bon, bref, c'est moins mon domaine, donc j'ai beaucoup moins d'expertise là-dessus. Je pense qu'on attend quand même un peu avant de tester les canaux de distribution, parce qu'en fait, tant que... je pense que toute la démarche que j'ai exposée au début, c'est plus pour essayer de tester la proposition de valeur et voir l'appétence que ça va générer sur des taux de conversion assez basiques, y compris s'il n'y a rien derrière. En revanche, sur les canaux de distribution, ça présuppose quand même le plus souvent, en tout cas dans la perception que j'en ai, peut-être que je me trompe, qu'il y ait quelque chose qui a un produit, en tout cas qui est quelque chose sur lequel on peut se positionner. Mais peut-être que je me trompe et qu'il y a des cas qui sont pas du tout comme ça. Bah, tu vois, nous avec parce que ça pour le coup c'est un peu notre métier avec Bulldozer, et en fait nous tu vois toute cette approche là de tester des propositions de valeur, des audiences, canaux, etc. Nous on appelle ça l'approche commando, tu vois. Tu te mets en mode commando et tu es en mode test, blablabla. Tu vas effectivement mesurer tous tes taux de conversion, tu vas prendre de la data comme ça, et nous on rentre aussi dans la partie testing de canaux, parce que justement tu peux te retrouver aussi dans des situations où une proposition de valeur, elle va aussi être dépendante du canal, la pertinence de la proposition de valeur va aussi être dépendante du canal sur lequel tu la testes. Et du coup on rentre aussi dans ce genre de sujet, mais bon, c'était juste petit aparté. Si on avance, ok, la partie GTM est passée, maintenant on rentre dans le dur du produit. Moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu gères cette phase, qui s'occupe de quoi, et toi, avec qui est-ce que tu t'interfaces? Bah, du coup, on a testé un peu différents formats d'organisation avec l'équipe. Donc aujourd'hui, on est 4 PM dans la boîte et à peu près autant de designers. On a testé plusieurs formats. Soit les formats où on est tous responsables d'un projet unique du début à la fin. Soit où, disons que c'est le format qui est l'idéal, parce que du coup tu couvres le projet du début à la fin. Après c'est vrai qu'en termes de bande passante en fonction des nouveaux projets, etc., c'est pas toujours évident, et c'est vraiment des activités qui sont très différentes. Au début on est quand même essentiellement avec la core team eFounders, c'est-à-dire qu'on bosse ensemble. Dès lors qu'il s'agit de faire vraiment le produit, là on doit du coup maintenant s'interfacer avec une tech team. Et qui dit tech team dit rituel, avec énormément de meetings qui viennent s'ajouter, parce que je pense le daily, la rétro, le tech grooming, enfin tous ces rituels qui sont nécessaires dans une équipe tech. Bon, même si au début on essaie de pas en mettre trop, hein. Les boîtes au début c'est 3-4 personnes, donc que ce soit en termes de tooling, de process, etc., on essaie d'être le plus lean possible, le plus light possible, même si on a quand même un enjeu organisationnel pour les setups dans le futur. Donc c'est quelque chose qui vient un peu plus tard dans le procédé. Aujourd'hui, comment on fonctionne ? Je suis, moi, beaucoup plus investi dans les phases de conception en amont, qui on a identifié, demandent quand même un peu plus d'expérience et de bouteilles dans la conception produit. C'est pas si facile que ça de faire des produits à partir d'une page blanche et de rentrer dans la tête des entrepreneurs qu'on a en face. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui est pas simple. Et donc aujourd'hui, les PM de mon équipe, on a plutôt tendance à faire un hand-off à un moment donné, qui fait qu'au moment où on commence à se projeter dans un processus de delivery, alors évidemment, ils sont très impliqués dès le début dans la conception, eux vont s'occuper plus précisément de l'interfaçage au quotidien avec les devs. Donc le rôle de PO, on va dire, alors je vais pas rentrer dans le débat PM, PO, etc., mais grosso modo, la partie très opérationnelle qui consiste du coup à découper les tickets, à les spécifier, à les ordonner dans le bon sens, à mettre les bloqueurs, les tags, tout ce qui permet en fait en gros d'alimenter la tech avec des items qui sont correctement spécifiés, avec des bonnes to-do, qui permettent derrière aussi de se projeter sur le process de QA. Moi je tiens absolument à ce que ce soit les products qui font les specs qui fassent la QA derrière. QA Pardon. Là, il y a eu un charabia. Même moi, j'ai été un peu limite. Ah merde, pardon. Excuse-moi. Des fois, je fais pas attention. QA. Le pire, c'est que QA, j'ai même un doute sur l'acronyme. C'est l'activité qui consiste à tester les features avant qu'elles passent en production. Ok. PO. Product Owner. Ok. PO, PM, en gros, il y a pas mal de débats sur le rôle de chacun. Oui. Je rentre pas dans ces considérations, bien sûr. Je m'en fous un petit peu. Et quand tu disais, tu fais le end-off, c'est en gros, tu donnes le bébé à la team. C'est ça, il y a un transfert de responsabilité qui a lieu. Ouais. Je vais essayer de parler en français, tiens, ça va être un bel exercice. Il y a un transfert de responsabilité qui a lieu entre les différentes personnes qui, du coup, incarnent les sujets. Et de la même manière que moi, je vais transférer la responsabilité à un product qui va s'occuper, du coup, de délivrer les fonctionnalités et d'interagir avec l'équipe technique,
Ces transferts de responsabilité, ils ont lieu aussi dans ce cadre-là. C'est-à-dire le transfert de responsabilité entre le produit et le design, au moment où il s'agit du coup de rendre tout ça joli, on va dire, pour que ça puisse rentrer dans une spec. Quand la spec elle est finie, il y a un transfert de responsabilité auprès de l'équipe technique, qui va lui-même incarner le projet. La responsabilité revient au niveau du product, quand du coup on se retrouve dans cette phase de testing, où c'est le produit qui décide si oui ou non c'est conforme à ce qui avait été demandé. Si c'est conforme, c'est éligible à passer en production. Si ça ne l'est pas, ça repart du coup en dev pour être réparé. Oui, donc du coup, c'est vraiment... c'est un peu comme si toi, tu étais finalement le donneur d'ordre, en fait, au départ. C'est un peu comme si tu passais une commande. Moi, j'aime bien dire que le métier de product, concrètement, c'est filer du taf à des gens. Hein. Le product, il fait rien tout seul dans une organisation. Si tu es product tout seul dans ta boîte, tu vas absolument rien faire. Un product, grosso modo, il file des to-do à des gens. Donc son ensuite, job, il vérifie que la to-do a bien été exécutée. Valide avant qu'il y ait de la production qui soit faite. Exactement. Après, il valide à son niveau. Il valide au niveau fonctionnel. C'est certainement pas le product qui va aller valider l'implémentation technique. Ils ont leur process de review au sein des équipes techniques. En général, on essaie de privilégier le pair programming quand c'est possible, donc d'avoir 2 développeurs qui travaillent de concert pour bénéficier de l'un et l'autre des expériences de l'autre. Le produit, lui, il intervient souvent dans ce qu'on appelle sur l'environnement de test, qui du coup est juste avant la production, qui est un environnement qui est exactement similaire, mais qui a priori pas la même base de données, et qui permet en fait de tester tous les flows, donc de créer des choses, de les supprimer, etc., de faire plein de tests. Du coup, l'idée, c'est qu'on s'assure vraiment que tout fonctionne parfaitement bien avant de passer en prod. Et donc, effectivement, c'est ça, on file des to-do à des gens. Notre job, c'est de faire en sorte que la to-do soit la plus claire possible, la plus digeste possible, la plus agréable, entre guillemets, à lire possible, pour que le but, c'est que la personne qui doit faire la to-do ait le moins de questions à se poser et qu'il y ait le moins d'allers-retours nécessaires. Et derrière, une fois que c'est fait, de bien faire son boulot, de s'assurer que la to-do était bien faite. Mais cette to-do, tu rentres pas dans des spécifications techniques. Tu les laisses gérer leur partie technique. Par contre, toi, la to-do que tu fais, c'est « je veux qu'on arrive à faire ça ». Grosso modo, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors après, évidemment, c'est pas toujours noir ou blanc. Il y a des fois, notamment quand on discute, le but, c'est, là, je donne l'impression que c'est très séquencé et cadencé. Évidemment, l'ownership, du coup, la responsabilité du sujet, elle est chez le produit, mais il est en constante interaction avec la team tech pour affiner justement le contenu de cette to-do. Le but, c'est pas d'arriver en disant voilà les gars, la to-do, démerdez-vous et bossez dessus. On essaye quand même d'avoir un fonctionnement qui est quand même un peu collaboratif où on va demander l'avis du coup des gens qui vont implémenter les solutions. On a pensé faire ça comme ça ou ça comme ça. Je parle du X là, et c'est eux qui du coup derrière vont juger des solutions techniques les plus adaptées pour implémenter les choses. Mais faut rester aussi à sa place comme tu disais pour le design. Exactement. On peut avoir un avis. J'ai aussi des petites compétences tech. Je suis un très mauvais développeur, mais jamais de la vie je viendrai à dire à un CTO de faire son boulot de telle ou telle façon. Ça serait déjà, je n'aurais pas du tout les compétences pour, et ça ne servirait à rien. Après, effectivement, ça aide d'avoir ce petit bagage dans la discussion qu'on peut avoir avec eux pour, quand on galère sur un truc, à essayer d'identifier la solution la plus adaptée. Vous savez un rythme, par exemple, toutes les semaines, tu fonctionnes en sprint et toutes les semaines, tu fais une review, blablabla. Ça, on essaye de le faire, oui. Alors, la review de QA dont je parlais tout à l'heure, c'est un événement qui est plutôt ponctuel. On le fait vraiment on demand, c'est ad hoc, quoi. Donc, c'est-à-dire que quand les devs ont un batch de regroupement, ouais. une quantité de tickets qui sont éligibles à être testés, ils nous sollicitent. On a des petits mécanismes en place, on est pingé dès qu'il y a suffisamment de choses sur staging, et staging, c'est l'environnement de test. Et du coup, on s'assure de venir tester le plus vite possible. C'est une prio pour nous, de valider les choses, parce qu'on ne peut pas bloquer le déploiement en prod. Donc c'est vraiment ça devient une priorité numéro 1, tout comme quand les tâches sont rejetées et qu'ils doivent bosser dessus, c'est une priorité numéro 1 aussi, parce que ça bloque la prod. Mais tout ce que je te raconte là, c'est des choses qui viennent un peu plus tard dans le processus. Les sprints, les cadences, etc., c'est des choses qui, au tout début, quand on est dans la phase de création du projet, il y a vraiment un avant. Tu fais ce que tu peux, quoi. Bah oui, tu fais. De toute façon, t'es 3, t'es dans la même pièce, t'es à 2 mètres l'un de l'autre, t'as pas une équipe de 15-20 devs, t'as pas 8 products, 12 designers, 25 boards Jira à gérer, t'es sur un truc qui est vraiment très simple. Donc c'est assez facile d'être agile et d'être véloce dans ce fonctionnement-là. On va dire qu'il y a un avant et un après mise en production. Dès lors qu'il y a des utilisateurs qui arrivent sur le produit, forcément, la tonalité de ce qu'on fait change. On peut plus se permettre de faire des choses, de faire des déploiements en prod comme des bourrins. Enfin, voilà, quand il commence à y avoir des vrais utilisateurs sur le produit et que ça tourne,
On peut plus se permettre de faire les choses comme on les faisait avant, et c'est là qu'on commence à avoir le process, c'est là qu'on commence à essayer d'avoir une prise de feedback aussi des utilisateurs, et qu'on commence à intégrer ces prises de feedback dans nos éléments de roadmap, en essayant de garder une place pour les choses qu'on a voulu construire et les choses qui nécessitent d'être améliorées sur l'existant. Et donc toujours de travailler de concert les deux. Ok. Pour toi, c'est quoi les facteurs clés de succès de la création du produit? C'est une bonne question. Tu parles de facteurs clés de succès pré-production ou une fois que ça a été mis en production? Enfin, est-ce qu'on va regarder des métriques, des métriques. Bon, ça passe quand même métriques. Ouais. Hein. Des métriques qui font référence à la performance de ton produit, ou des choses que tu Non. serais capable de juger éventuellement en amont sur la conception de ton produit? Qu'est-ce qui fait que la conception de ton produit, ça roule? C'est une super question. Je suis même pas sûr d'avoir une réponse très concrète à te donner, parce que j'allais te dire quand le processus de conception s'est passé sans friction, etc. Mais en plus, c'est même pas vrai. Je me demande même si les produits qui n'ont pas le mieux marché depuis que je suis arrivé dans la boîte, hein, je n'ai pas non plus un historique qui est infini chez eFounders, je me demande si les produits qui ont le mieux fonctionné, c'est pas ceux sur lesquels on s'est plus pris la tête pour les concevoir. Alors, je ne sais pas si c'est un bon facteur clé de succès, mais non, parfois c'est douloureux. Enfin, le processus créatif, il est parfois douloureux parce qu'on se heurte à des murs en permanence. On essaie de se positionner sur des choses qui sont nouvelles, innovantes, etc. C'est pas toujours facile. Enfin, on n'y arrive pas toujours. Et j'allais te dire, ouais, si le processus a été fluide, etc., tu peux te dire que c'est super, on arrive à la fin, etc. Moi, line, ça me met un petit warning. Si tout a été trop simple, trop facile, que personne n'a jamais mis un avis contraire, que tout a été trop glissant, bah, tu te dis, attends, il est où le loup là? C'est trop beau pour être vrai, et il y a un truc qui va nous retomber dessus. Donc c'est un peu tôt encore pour juger pour moi, parce que si tu veux, ça fait que 2 ans et demi que je suis dans la boîte, donc c'est compliqué d'avoir suffisamment de recul encore aujourd'hui sur les projets qui sont sortis pour savoir ceux qui ont été réellement successful ou pas. Mais en plus, ton point, c'est même pas tant sur la pertinence et le succès des produits au sens large des entreprises, c'est vraiment sur la conception produit. Ouais. Moi, je valorise beaucoup la perception de la tech. J'aime aussi beaucoup que tu vois, je juge beaucoup aussi la qualité de ce qu'on a conçu en fonction des retours tech. Ce que je déteste, c'est pas de retour. Je préfère limite qu'on me démonte le produit qu'on me donne plutôt que d'avoir quelqu'un en face qui... T'as des questions, t'as des remarques, rien. Là, tu te dis... Oui, mais c'est une belle marque d'appropriation du truc. Ben oui, mais limite, je préfère que tu me démontes mon produit et que tu me dises ça, j'aime pas, ou que tu poses des questions qui sont un peu critiques en disant ça montre juste une forme d'intérêt par rapport à ce qu'on fait. Alors après, c'est pas parce que tu poses pas de questions que tu t'en fous pour autant. Mais je trouve que ça démontre quand même une forme d'appropriation du sujet. Je te parlais de transfert de responsabilité. Ça me paraît important que les équipes, que aussi bien même les personnes qui incarnaient le projet au début, et successivement que tout le monde s'approprie vraiment le sujet et devienne un vrai contributeur par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que les développeurs desquels je parle, c'est censé être la core team technique des projets, donc des gens qui font partie des tout premiers employés de la boîte. Donc on attend d'eux un niveau d'engagement et d'apport qui, je pense, dépasse le simple cadre d'un job de dev. Et facteur clé de succès d'un produit, une fois qu'il est lancé? Alors là, du coup, on va être... Alors, il y a plusieurs niveaux. Je pense que intuitivement, beaucoup de gens auraient tendance à rapprocher ce qu'on fait avec des niveaux de revenus. Donc, associé à du... on parle beaucoup de MRR, d'ARR, de toutes ces de CAC aussi, selon la typologie de produit. Ouais. Exactement. Donc, CAC, c'est le coût d'acquisition. Les ARR, MRR, c'est du recurring revenue qui, du coup, est calculé selon mensuellement ou annuellement. Faut savoir que chez eFounders, une boîte, quand on la crée, il n'y a pas de vérité générale parce qu'il y a plein de contre-exemples par rapport à ça, mais dans la grande majorité des cas, on ne fait pas 1 euro de chiffre d'affaires avant au moins 6 mois ou 1 an. Encore une fois, ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais bon, dans la majorité des cas, c'est quand même un investissement qui a lieu upfront. Donc en fait, paradoxalement, notamment par rapport à moi où j'interviens dans le degré de maturité de ces projets, je vais beaucoup plus attaché à des métriques d'usage qu'à des métriques de revenus. Parce que moi, ce qu'on veut et ce qu'on cherche à faire au début à travers eFounders, c'est vraiment de créer de l'usage sur les produits qu'on fait. Donc ça peut être de l'audience pour certains produits, typiquement un outil de productivité.
Je te prends un exemple comme Kern, comme Crew, qui sont des outils sur lesquels on attend que ces outils-là soient des outils centraux dans le quotidien de nos utilisateurs. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir de l'engagement dessus, des connexions, des tâches qui sont créées, des tâches qui sont complete, qui sont terminées. Voilà, tu vois, ce typologie de choses. Et après, on va avoir des produits sur lesquels l'usage du produit, quelque part, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la finalité du produit. Ce qu'on veut, c'est qu'un collectif bosse avec une entreprise. Qu'ils aient passé 10 minutes sur notre plateforme, qu'ils aient passé 10 minutes sur la plateforme ou qu'ils en aient passé 30, limite, je pense que c'est même plus satisfaisant s'ils en ont passé 30 secondes, pardon. 30 secondes ou 30 secondes limite. Donc, tu vois que selon la typologie du projet, c'est l'output, donc avoir le plus gros volume de ce qu'on cherche à réaliser qui est sorti, le plus grand nombre de matchmaking, de mise en relation entre des collectifs et des projets, le plus grand nombre de peu importe, et par moment, ça va être plutôt une volumétrie d'usage par rapport au produit. Donc, on peut évidemment se rapprocher au nombre de tâches créées dans un Kern, au nombre de jobs ouverts dans un Crew qui est un ATS, donc un outil qui permet de traquer les candidatures d'employés pour du recrutement. Donc voilà, toujours selon la typologie du projet, on va vraiment regarder des métriques qui sont très différents. Mon conseil, c'est de ne pas avoir trop de métriques à traquer au début. On s'y perd. J'ai l'impression, tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est la remarque que j'allais faire, c'est quand je t'entends, en fait, limite, tu as une métrique à suivre. Mais oui, ça sert à rien d'over-complexifier les choses. C'est de la mettre, encore une fois, ce que je dis, c'est en lien avec de l'early stage. Évidemment, quand la boîte va grossir et qu'il va y avoir... Mais ça, c'est des problèmes de riches. Mais bien sûr. Et quelque part, ce sont des problèmes aussi. Et je les ai vécus dans des structures précédentes. Dans ma structure actuelle, effectivement, le point, c'est de se dire... Alors déjà, t'emmerdes pas à faire un plan de tag dans tous les sens, de traquer tous tes events, ton produit va bouger 50 fois. Donc si tu commences à me faire des plans de tag dès le début hyper avancés, tu vas passer ta vie à le maintenir, ton plan de tag, parce que potentiellement, les features que tu viens de sortir, elles serviront à rien. Donc on essaye d'essayer de malgré tout, d'avoir suffisamment d'insight qui nous permet d'ajuster ce qu'on est en train de faire. Le but, c'est pas d'y aller à l'aveugle non plus complètement, mais encore une fois, faut être capable de mettre le curseur et traquer les bons metrics. Des métriques tout simples derrière, tu pourrais même traquer beaucoup de choses sans forcément avoir besoin d'implémenter de l'analytics, par exemple. Juste en suivant, avec quelques requêtes SQL bien faites, d'être capable d'extraire des volumes utilisateurs, de même les regrouper par cohorte. Il y a énormément de choses que tu peux faire déjà avec ta base de données pour en déduire des métriques d'usage de ton produit sans forcément avoir à implémenter des amplitudes ou des tools plus avancés. Ouais. Super, on arrive à la fin de l'entretien. J'ai, pour les dernières questions, c'est, une question qui m'est venue là par rapport à ce que tu venais de dire, c'est pour toi, c'est quoi les erreurs les plus communes, tu vois, les plus grosses erreurs du coup, à ne pas faire quand on développe son produit? Moi, je pense que l'erreur classique de tout le monde, de tous les founders que j'ai pu avoir en face de moi, c'est de vouloir faire un empilement de features. C'est-à-dire de vouloir ouvrir trop... Faire le café, ce que tu disais. Voilà, faire le café, faire même d'autres trucs à côté. C'est d'ouvrir plein de portes en se disant... Je pense qu'il y a une angoisse chez beaucoup de fondateurs de boîtes, c'est de dire mon produit, il n'en fait pas assez. Mon produit, il est pas assez, il fait pas assez de choses. Et donc, en fait, la réponse à ça va être d'ajouter et d'empiler de la feature, sans forcément avoir de cohérence et de consistance. On dit beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup dire un truc, et c'est ce que je rabâche aux founders, si t'as pas honte de ton MVP quand il sort, c'est qu'il y a un problème. Parce que évidemment, un porteur de projet, il va toujours être dans le futur, dans l'après, par rapport à ce qu'il a actuellement. Donc en fait, de toute façon, il faut qu'il se mette en tête qu'il sera toujours frustré de ce qu'il voit actuellement quand il sait ce qu'il y a en préparation. Et il faut se forcer à avoir cette semaine. D'ailleurs, c'est la même chose pour le produit. Hein. Tu es constamment dans l'anticipation, et donc du coup, voir ce qu'il y a en ce moment sous les yeux, ça a forcément un côté un peu déceptif et un peu frustrant quand tu sais ce qui arrive. Mais ça fait partie du métier. Oui, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à savoir, faut laisser les portes ouvertes, mais il faut se préparer à ouvrir des portes, mais il faut accepter de les laisser fermer. Exactement. Et tu sais, même moi, tu vois, t'as parlé en intro des petits side projects que je pouvais avoir, etc. Je m'applique même pas forcément les conseils que je donne aux entrepreneurs. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui, par exemple, prend beaucoup plus de plaisir à itérer sur ses propres produits qu'à faire un lancement et qu'à se lancer sur le truc. Parce que peut-être j'ai honte de mon propre produit, si tu veux. Mais il faut résister à ça, en fait. Il faut résister à cette volonté. Et donc, ce que je dis aux fondateurs, c'est souvent... déjà, c'est OK d'avoir honte de ce que tu as à sortir. T'inquiète pas, tu vas construire quelque chose d'incroyable dans le futur. Et résiste à cette envie qui consiste à dire OK, j'ai envie d'avoir un bouquet de plein de trucs. Il faut que ça fasse ci. Sinon, les gens, ils vont pas rester. Non, trouve une proposition de valeur qui est la bonne. On parlait des MVP tout à l'heure. Trouve un axe, un angle. Ça peut être plusieurs features. C'est pas une feature nécessairement, mais trouve quelque chose à résoudre
que tu es capable de résoudre en ayant bien dimensionné les choses, et tu verras que ça va se créer naturellement. Ouais, bien sûr. Se concentrer sur la proposition de valeur. Enfin, ça, c'est Exactement. vraiment un truc, même nous, avec nos clients chez Bulldozer, je me tue, mais c'est vraiment le truc sur lequel je me bats tout le temps, c'est la proposition de valeur. C'est quoi ta proposition de valeur, tu vois? Exactement. Totalement d'accord. Et tu peux pas en avoir 12. Tu peux pas en avoir 12 day one. Complètement. C'est pas possible. Complètement. Peut-être que tu en auras 12 dans 6 mois, Bien dans un sûr. an. Très bien. Mais Bien au sûr. début, reste focus. Et surtout, il y a un truc aussi sur lequel je me bats. Alors, ça, c'est opinion, je pense, débattable. Je me bats contre les deadlines. Ok. Je n'aime pas les deadlines. J'essaye de pas en avoir. Alors, je sais que c'est des discussions qui sont pas toujours évidentes. Déjà, quand on doit parler de date, je préfère parler de goal line. Je trouve que la dimension est plus positive et qu'on est moins dans le jugement si on l'a dépassé. Donc, on se met un objectif qui est de dire j'aimerais bien que ça soit sorti à telle date. Si ça l'est pas, c'est pas la fin du monde. On Ouais. a tous péché par X ou Y raison. Mais je trouve que le problème de raisonner en deadline, c'est que derrière, ça met tout le monde dans le jus. Les sales s'engagent sur des deadlines qui sont pas les bonnes parce qu'en fait, ils n'ont pas eu les bonnes deadlines de, Ouais, bien sûr. de la part des autres. Ça crée une espèce de frustration et de friction dans la team qui remet la responsabilité souvent sur les développeurs qui ont l'impression d'être les mauvais élèves de l'histoire, alors qu'en fait, Ouais. c'est probablement une chaîne de responsabilité qui est beaucoup plus large que celle des devs. Ouais. Moi, j'aime bien raisonner en pile. C'est-à-dire que je vois vraiment... Enfin, on a vu Kanban, donc Kanban, c'est des colonnes très Ouais, longues. je là. vois très bien. Les tickets, ils arrivent les uns après les autres. Les items arrivent les uns après les autres. Encore une fois, on a la chance. On ne peut pas paralléliser trop les chantiers puisqu'on a très peu de ressources au début. Donc nous, on les prend dans l'ordre. On prend les tickets dans l'ordre. Tu fais lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui. Et quelque part, ça correspond aussi un peu à ma philosophie. C'est pour ça que je voulais t'en parler par rapport à ce que je te disais avant. C'est de pas ouvrir trop de portes en même temps. On fait les choses dans l'ordre. Donc on définit l'ordre. L'ordre, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a défini une priorité. Et c'est souvent ça qui est le plus dur. Tu discutes avec un fondateur au début. Alors qu'est-ce qui est prio? Ah ça c'est mais ça aussi. Ah ça j'aimerais bien. On peut le passer au-dessus, mais ça c'est petit. Là t'as pas priorisé là. C'est pas de la prio que tu m'as fait. Tu m'as tout mis en prio 1. Parce que tu mets tout en prio 1, ça marchera pas. Moi je leur demande je leur mets les colonnes devant les yeux avec les tickets. Je fais l'exercice de mettre. T'as l'impression que tu leur arraches un rein, un bras, un cœur, Ouais. n'importe quoi, mais ça fait partie de l'exercice. Excellent. J'adore. Non, mais bon, le sujet de la deadline, ok, c'est un sujet. Après, là, ta méthode, elle est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Et après, tu vois, il y a toujours aussi cette question de, tu vois, on sous-estime beaucoup ce qu'on est capable de faire en un trimestre, mais on surestime beaucoup tout ce qu'on est capable de faire en une journée. Et j'ai l'impression que ta solution, elle vient un peu répondre à ça. Ouais. C'est-à-dire que on se fixe pas une deadline parce que de toute façon, c'est très difficile d'estimer le temps que ça va nous prendre. Mais par contre, on sait que ça, c'est prioritaire. Et c'est ça. Bah, Et en fait, la deadline, honnêtement, de tous les projets que j'ai pu gérer dans ma vie, elles sont quasiment toujours fausses. Surtout au début. Ouais, T'as complètement. besoin alors, on peut parler de tout ce qui est burn down chart, etc., qui consiste en fait à regarder la vélocité des développeurs. En fait, tu scores pardon, les points, les items que tu vas travailler. Et en fin de chaîne, tu vérifies si le temps passé est conforme à ce que tu avais anticipé. Et en fait, à mesure que tu avances dans le temps, c'est censé être quelque chose qui te permet d'être de plus en plus précis parce que tu as de plus en plus de données qui te permettent de refaire l'histoire et d'être capable de te projeter dans le futur. Donc, utiliser la vérité du passé pour en déduire ce qui va se passer derrière. Ça marche, effectivement, ces méthodes-là. Mais du coup, au début, il n'y a pas de passif. En early stage, chez nous, comment tu veux faire? On a absolument... On va pas récupérer ce que faisaient les mecs dans leur boîte d'avant Bien sûr. ou ce genre de choses. Donc, on est obligé de fonctionner différemment et c'est quelque chose, je vais pas te mentir, j'y arrive pas à chaque fois hein, à convaincre des fondateurs parce que en face, bah oui, ils ont des enjeux. Enfin, tu vois, c'est des entrepreneurs qui viennent monter leur boîte, ils veulent aller vite. Ils ont besoin de visibilité vis-à-vis de leurs interlocuteurs. Donc, bon, c'est toujours un jeu mais bon, c'est plus philosophiquement que je voulais évoquer l'absence de deadline que dans les faits parce qu'évidemment, on a toujours quand même des objectifs de release et de. Ouais. Je reviens sur la proposition de valeur, je voulais juste faire une remarque. Pour moi, un produit qui illustre très très bien, tu vois, ce truc de on a une proposition de valeur, on n'en a pas 12, c'est Facebook. Pourquoi? Parce qu'un truc qui est intéressant à noter, et ça, notamment quand je donne des cours à des étudiants, je leur montre systématiquement, tu vois, sur Facebook, tu peux faire 1 milliard de trucs, tu vois. T'as les groupes, maintenant tu peux faire de l'achat-vente, tu peux faire des pubs, tu peux partager des photos, t'as le Messenger, t'as machin, nan. Et en fait, quand tu regardes la homepage de Facebook, c'est quoi? C'est rester connecté avec vos amis. Point. Ça, c'est la proposition de valeur. Et effectivement, derrière, t'as plein de features. Mais la proposition de valeur, la raison pour laquelle tu vas t'inscrire sur Facebook, c'est celle-là. Mais c'est là où il faut pas confondre proposition de valeur et feature. Totalement. On n'est pas dans un catalogue de features. 100%. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aussi chez eFounders. Tu vends pas des features.
C'est pas des features que tu vends aux gens. Ça sert à rien de vendre des features. Moi, je m'en fous d'entendre des features. Je vends une résolution de problème. Je vends une value propre. Enfin, c'est exactement ça. Et après, la feature, ça peut être A ou B tant qu'elle me permet de résoudre mon problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément une feature qui permet de répondre à ce problème. Il y a une infinité de fonctionnalités qui peuvent répondre à ces problèmes-là. Totalement. Bon, parfait. Comme je disais, on approche de la fin. C'est quoi les outils que tu utilises ? On a mentionné Figma. Ouais, bon, Figma à fond. Je passe beaucoup de temps sur Figma. Pas mal Whimsical encore. Je l'aime bien quand même pour tout ce qui est flowchart. Flowchart, c'est les boîtes avec les flèches et connecter. On l'utilise beaucoup notamment au tout début, quand il s'agit de définir les objets, les relations entre les objets, etc. C'est un peu la vue organigramme, non ? Ouais, vue organigramme. Ouais, c'est ça, vue organigramme de charts, quoi, tout simplement, qui sont pas du design au sens interface, mais qui sont vraiment plutôt de la relation entre des choses avec des flèches, etc. Donc c'est très utile au début quand on définit nos objets. C'est aussi assez utile des fois quand il s'agit de faire des schémas fonctionnels de parcours utilisateur, etc., quand il s'agit d'écrire des specs. Donc j'utilise encore pas mal cet outil-là. Évidemment, bon, après, je vais rester quand même dans les tools product spécifiques, parce que tu parlais des zooms et des trucs, on s'en fout un petit peu. Moi, je suis un grand fan de Linear pour la partie ticketing. Excellent. Donc Linear, c'est un Jira-like. Je vois très bien. J'ai eu une discussion sur Linear hier avec Léo, qui est DA chez Bulldozer, parce qu'on parlait de la DA de Linear qui vient de changer. Magnifique. Franchement, ils ont une capacité d'exécution, une vélocité qui est vraiment assez forte. Et même pour te dire, on a même pour le coup, avant, on utilisait nous du coup Cycle, qui est un outil maison. Cycle, qui est un outil qui est sorti du studio, qui a décidé en fait de changer un peu. Donc ils étaient assez frontal avec Linear, donc on les utilisait vraiment au quotidien pour tout ce qui était ticketing, donc interface avec les équipes de dev. Et en fait là, ils se sont un peu recentrés du coup sur une dimension qui est plus portée sur la discovery utilisateur et plus dans ce côté un peu. Ils veulent jouer un peu le rôle d'agrégateur et de se mettre un peu entre les outils de delivery, donc qui sont Linear, Jira, etc., et les outils et toutes les plateformes qui permettent de collecter des retours utilisateurs. Les réseaux sociaux, ton produit, ton Slack, etc., et d'être un peu la brique qui permet de centraliser, de dispatcher derrière et de faire des connexions dans les deux sens, etc. Donc le fait qu'ils aient fait ça fait que nous, on a changé d'outil, on utilise les deux en parallèle. Donc Cycle, Linear, Figma, Whimsical, c'est vraiment le. Ça, c'est vraiment le top. Ouais, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus. Après, moi, j'ai un gros usage d'outils no-code aussi, puisque je fais pas mal, donc les Airtable, les Typeform, Make, Integromat, je l'utilise au quotidien. Après, c'est plus pour de l'implémentation de choses que vraiment pour de la conception produit pur et dur. Puis après, évidemment, des outils comme Notion, de prise de notes qui permettent de structurer des idées, etc. Donc ça, évidemment, on utilise aussi beaucoup. Et après, mon ordi, il est blindé d'apps dans tous les sens que j'utilise plus ou moins. Des petites extensions navigateurs. Du Alfred, par exemple, qui est un outil qui est indispensable sur mon ordinateur, sinon je ne peux pas m'en servir. Pareil. Enfin, aujourd'hui, tu me mets sur l'ordi de quelqu'un d'autre, je suis quasiment inopérant. C'est impossible. Donc, Ouais, je vois très bien. Dernière question. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon product manager ? Alors, on en a un petit peu parlé tout au long du call, mais ça peut être intéressant de le remettre, de le synthétiser. On a parlé de l'absence d'ego. Je pense que c'est une qualité primordiale. Je parlerai de... Ce qui est valable dans beaucoup de fonctions dans une entreprise. Oui, c'est vrai, mais particulièrement en produit. Pourquoi particulièrement en produit ? Je pense parce que en fait, la difficulté du métier aussi, c'est que c'est un métier, encore une fois, qui est un métier de bon sens. Des fonctions de marketing aussi pourraient se rapprocher un petit peu de ça. Et en fait, beaucoup de gens ont l'impression de pouvoir faire ce métier. Parce qu'en fait, c'est un métier qui, de prime abord, tu vois, on n'est pas sur une expertise technique, je ne dois pas gérer le JavaScript et sa syntaxe impossible pour le commun des mortels. Donc, de prime abord, tout le monde a des idées sur le produit, tout le monde a son approche de comment faire les choses. Dans les faits, peu de personnes savent en faire. Mais pour autant, on doit être confronté à des gens qui donnent leur avis et qui pensent que leur avis est le bon. Donc, aussi bien pour eux que pour nous, c'est important de ne pas avoir d'ego et de ne pas aussi se mettre sur un piédestal en disant « moi, je fais du produit, donc toi, ton avis, il est nul ». Parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. Potentiellement, des gens ont des très bonnes idées par rapport à ce qu'ils veulent implémenter, des meilleures idées que nous, dont c'est le métier. C'est encore une fois une importance très forte. Je pense qu'il faut des gens curieux qui vraiment se... Enfin, tu vois, moi, je prends l'exemple de ce que je fais. J'ai été amené à bosser sur des industries que je connaissais absolument pas. Je pense que c'est important de vouloir aussi s'acculturer à cette industrie, comprendre comment elle fonctionne, lire des choses dessus. Donc, beaucoup de curiosité. Et je mettrais un mélange de curiosité et d'empathie. Donc, d'être capable non seulement de vraiment s'intéresser aux choses,
de pourquoi on les fait, etc. Et d'être capable de vraiment se mettre dans la peau de cet utilisateur. D'imaginer, alors c'est pas toujours évident, il y a toujours des biais, mais c'est important, je pense, d'être capable de se mettre dans la peau et dans les chaussures de la personne qui est en face. Et je finirai par un mix que j'oppose et que je pense est absolument indispensable, c'est un mix de créativité, mais de rigueur aussi en même temps. C'est-à-dire que les phases au début, je pense que ça nécessite beaucoup d'idées, de créativité et de d'être capable, encore une fois, on parle de page blanche. Donc finalement, on se rapproche aussi un petit peu de cette fameuse angoisse de la page blanche qu'on peut avoir dans le monde de l'art, sur de l'écriture, sur de la peinture, etc. Donc à notre niveau, évidemment, on a aussi cette angoisse de la page blanche. Donc il faut avoir des idées créatives pour être capable de matérialiser ce que tu veux implémenter. Mais il faut pas se contenter d'être créatif et de faire des trucs qui n'ont aucun sens. Derrière, il faut avoir la rigueur et la précision nécessaire pour être capable de retranscrire cette créativité dans quelque chose de très concret, de très tangible, qui permet d'être réellement processé par les personnes qui vont avoir à s'en occuper. Eh ben, c'est pas mal. Ah, c'est un super métier, moi j'adore ce métier. Ok, excellent. Écoute, merci beaucoup Grégoire. Alors, on en a discuté juste avant, mais du coup, tu vas me filer des ressources que je mettrai en description des épisodes pour les personnes qui s'intéressent un peu à ce métier, qui souhaitent progresser, etc. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur LinkedIn, je suis moins présent sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Je suis pas le mec le plus actif sur les réseaux sociaux, mais je me soigne. Mais tu vas t'y mettre. Je vais m'y mettre. J'ai des choses à partager, donc il faut que je m'y mette. Bah oui, on a déjà discuté. Excellent. Et écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci Jordan pour l'invite. J'espère que ça a aidé toutes les personnes de l'audience. Merci à toutes les personnes qui ont écouté. N'hésitez pas, c'est le truc un peu classique, mais mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, liker sur la vidéo YouTube, etc. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Grégoire sur LinkedIn, Twitter, etc. Tout à fait. Voilà. Et puis, sinon, dans les commentaires de la vidéo sur YouTube ou autre. Et puis, Tu vois des choses à ajouter ? Bon, écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, nickel. Merci et à très bientôt tout le monde. Ciao. Salut. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!